российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Une semaine après la déclaration de guerre de Vladimir Poutine à l'Ukraine, l'offensive russe touche l'ensemble du territoire ukrainien. Comment ce plan d'invasion a-t-il été organisé et quelle stratégie l'armée russe est-elle en train de suivre? En Ukraine, l'armée russe développe une opération en 3 phases. La première phase, rapide et surprise, a eu lieu le premier jour et doit créer le choc et l'effroi, selon cette note de l'IFRI publiée le 24 février. Il est écrit que cette entrée en premier vise la neutralisation des systèmes de défense aérienne pour s'assurer la suprématie dans le ciel et paralyser le commandement ennemi. Pour cela, les Russes ont utilisé des missiles de croisière de précision très ciblés. Cette phase-là, si vous voulez, elle a effectivement atteint une partie de ses objectifs, mais il semble que les Ukrainiens aient bénéficié du temps nécessaire à la montée en puissance du dispositif russe pour disperser aussi une partie de leur capacité. Ce qui fait que notamment, on a pu voir une activité d'hélicoptères, d'avions, de drones ukrainiens, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elles aient été effectivement éliminées. La deuxième phase de la stratégie militaire, c'est l'opération terrestre en tant que telle, celle qui se déroule actuellement en Ukraine. 4 lignes de front sont identifiées. L'une autour de la capitale de Kiev, une autre toujours au nord mais un peu plus à l'est, englobant Soumy et Kharkiv, deuxième ville du pays. Une troisième zone de combat se situe à l'est, aux portes du Donbass, territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes qui avancent vers Mariupol, une ville qui donne accès à la mer d'Azov. Un front au sud est constitué depuis la Crimée vers Kherson, où des combats acharnés ont lieu pour prendre le contrôle de cette ville. Enfin, un 5e axe de progression des forces russes pourrait survenir à l'ouest, descendant de la Biélorussie le long de la frontière polonaise. L'idée, c'est de montrer qu'il est prêt à lancer l'assaut massif sur Kiev, tout en maintenant les troupes ukrainiennes éloignées. C'est pour ça qu'il conduit des attaques du sud vers le nord et du nord vers le sud, de manière à encager le gros des troupes ukrainiennes qui sont actuellement face aux provinces irrédentistes de l'Est. Dans la doctrine militaire russe actuelle, il y a traditionnellement dans cette seconde phase d'attaque un premier échelon blindé mécanisé qui est envoyé pour écorner la résistance. Il est normalement assez vite renforcé par un deuxième échelon, puis un troisième qui viennent prendre la relève des soldats et consolider la percée. Ça, c'est pour la théorie, car en pratique, depuis une semaine, l'armée russe voit son schéma un petit peu perturbé. D'abord parce que le premier coup d'épée infligé aux forces ukrainiennes par le premier échelon russe n'a pas vraiment eu lieu sur tout le territoire. Le jeu de cache-cache, il intervient parce que finalement, le premier échelon russe devait, si vous voulez, rentrer en contact des forces ukrainiennes. Or, ces forces ukrainiennes, elles sont dispersées dans des logiques effectivement territoriales, avec le gros de l'armée ukrainienne qui, lui, n'est pas encore immédiatement disponible, qui n'est pas immédiatement là. Ensuite, malgré le caractère incertain des infos divulguées sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent les problèmes d'approvisionnement, notamment en carburant, des forces russes. Et ensuite, un autre souci de taille vient du fait que l'armée russe est une armée d'appelés. Et les soldats russes savent bien qu'ils combattent non pas des Tchétchènes, qui sont quand même d'une autre culture que la majorité des Russes, je dirais, occidentaux. Mais là, c'est bien des soldats russes de culture chrétienne qui vont attaquer, non pas des Russes, mais des Slaves de culture également chrétienne. Donc on voit bien que pendant combien de temps une armée d'appelés va accepter de suivre sans broncher les ordres donnés par Poutine. Tous ces éléments permettent d'expliquer pourquoi on a eu l'impression d'une opération un petit peu désynchronisée dans les premiers jours. La question qui se pose, c'est de savoir si cette désynchronisation, elle est accidentelle, entre guillemets, au sens où, voilà, le manque de carburant, des unités pas prêtes, etc., ou au contraire, est-ce qu'elle est voulue, c'est-à-dire que les Russes, comptant tomber relativement rapidement sur l'armée ukrainienne, se sont dit, tiens, finalement, elle n'est pas là, très bien, profitons-en pour faire une pause,
conforter nos positions et puis repartir cette fois-ci non pas en mode phasé échelon par échelon, mais en rassemblant l'ensemble sur le territoire et puis ensuite en basculant notamment vers Kiev. Sur ces images satellites prises non loin de Kiev, on voit des colonnes massives de chars arriver, sûrement le deuxième échelon, voire peut-être le troisième échelon, selon Joseph Enrotin. Sidération puis invasion concrète du pays, voilà pour les 2 premières phases du plan d'attaque russe. Et si l'objectif est de changer le régime ukrainien, la 3e phase de la stratégie militaire russe serait alors l'occupation durable du pays. La première question, c'est de savoir si finalement les Russes ont suffisamment de troupes pour occuper un pays qui est très grand, de plus de 44 millions d'habitants. On est tout de même sur un véritable défi, ce qui pose de rechef la question de savoir si les Russes, dans leur évaluation préalable, s'ils ne se sont pas quelque part auto-intoxiqués, au sens où dans les buts de guerre russes et dans la légitimation, dans le narratif qui accompagne l'offensive russe, on part du fait que l'Ukraine serait un peuple frère, avec des russophones qui vont accueillir en libérateurs les Russes, et donc évidemment le sous-entendu c'est que l'occupation va être tout de suite beaucoup plus simple à partir du moment où une partie de la population adhère à l'ordre que vous cherchez à imposer. En réalité, la situation ici elle est beaucoup plus complexe. Pour l'instant, toujours en phase 2 du plan d'attaque, la Russie semble en tout cas être sur la retenue selon de nombreux observateurs. Elle n'a pas encore engagé de combat de haute intensité et ne semble pas rechercher activement le combat de contact. L'armée russe est en particulier connue pour la puissance de son artillerie. Vous vous rappelez probablement des orgues de Staline, artillerie qui n'a pas été donnée, si vous voulez. Il est sûr que l'armée russe peut faire pleuvoir sur Kiev un déluge d'obus. Elle ne le fait pas. Et parce que ce serait encore évidemment une étape qui accentuerait encore la chute de la Russie qui est déjà très bas. Et vous savez, Poutine est dans la posture exacte du parieur. Il a fait un pari, il l'a perdu au départ, jusqu'où je continue à miser pour ne pas repartir les poches vides. C'est exactement ça. L'Occident doit comprendre qu'il ne peut pas repartir les poches vides. Parce que s'il a la tentation qu'il peut repartir les poches vides, il va continuer à miser. Ça, c'est le mirage de la victoire. C'est le mirage de la victoire qui saisit tous les chefs qui s'engagent dans une opération militaire.